Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné donc la capitale après avoir participé au 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et accord entre parlementaires pour éviter un nouveau shutdown aux États-Unis. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné aujourd'hui en début d'après-midi le pays à l'issue de sa participation aux travaux du 32e sommet de l'Union africaine qui a eu lieu à Addis Abeba. L'ordre du jour de ce 32e sommet de l'Union africaine était dédié à la notion de réfugiés, de migrants et de déplacés internes en Afrique, les voies et moyens d'agir sur les situations à l'origine du déplacement de populations, notamment les conflits armés, des réfugiés et des migrants, ont longuement été évoqués au cours de cette assise. La mise en place de la zone de libre-échange économique et commercial du continent a constitué une autre thématique portée à l'ordre du jour de cette rencontre. La participation du président Guelleh à cette réunion a été marquée par l'importante allocution qu'il a faite en son sein. Il a indiqué donc, je cite, notre responsabilité à tous de mettre donc en œuvre les politiques adaptées qui permettent à terme non seulement de venir en aide à ces personnes, mais aussi d'enrayer les différents facteurs de risque qui les fragilisent, avait déclaré le chef de l'État à la tribune du 32e sommet de l'Union africaine en allusion aux défis que constitue la notion de réfugiés, migrants et déplacés internes en Afrique. En marge des travaux de l'organisation panafricaine, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh avait aussi pris part à une réunion de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et cette dernière rencontre était dévolue aux liens qui existent entre la santé et la croissance économique en Afrique. Et comme à l'accoutumée aussi, le chef de l'État djiboutien a mis à profit sa participation au sommet de l'Union africaine pour s'entretenir avec les dirigeants du pays hôte, notamment le Premier ministre Dr Abiy Ahmed Ali. Et donc, en marge de ce 32e sommet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part également au premier forum business sur la santé, organisé par la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, donc Madame Vera Songwe. Ce forum premier du genre avait pour objectif de réunir donc les principaux décideurs donc africains et les chefs d'entreprises africaines afin d'explorer les possibilités d'exploiter la croissance économique du continent pour investir dans le secteur de la santé par le biais de partenariats commerciaux. Aujourd'hui, donc, le lien entre la santé des employés du secteur privé et la croissance économique qui existe donc sont mis en exergue. Et lors de ce forum, il a été question notamment des moyens d'optimiser la valeur pour les actionnaires, un rendement à la fois financier, humain et social en même temps. À cet effet, les PDG du continent africain donc ont pris conscience qu'un employé en bonne santé contribuait donc à la pérennité de l'entreprise et qu'investir dans la santé constituait un impératif social et économique. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué qu'aucune nation ne peut prétendre à un développement économique sans une population en état de complet bien-être physique, mental et social. On écoute le chef de l'État. Messieurs, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous à l'occasion du lancement du forum sur la santé et les affaires en Afrique, organisé par la Commission économique africaine. C'est un privilège pour moi de partager avec vous quelques réflexions sur ce thème, mais également vous avancer l'exemple de Djibouti, tant en matière de défis que d'opportunités dans ce secteur. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, adresser mes chaleureux remerciements à tous les responsables qui ont contribué de près ou de loin à la tenue de ce forum et aux fructueux travaux que vous allez engager ces jours à venir pour mieux identifier et étoffer les liens entre santé et croissance économique. Particulièrement, Madame la secrétaire des Nations Unies, de la Commission économique africaine. Aucune nation ne peut prétendre à un développement économique sans une population en état de complet de bien-être physique, mental et social. Fort de cette conviction, mon pays a placé au cœur de ses priorités une santé équitable et accessible pour tous. Ainsi, la part du budget national consacrée aux dépenses de santé
n'a cessé d'augmenter afin de se rapprocher des engagements de la déclaration d'Abuja de 2001. En dépit de ces efforts déployés, une grande partie de la population continuait à être exclue de l'accès aux soins de qualité. Dans l'introduction du système de participation élargi à l'ensemble des bénéficiaires, permettant de recouvrer en partie les coûts de la santé, c'est une partie, et non des moindres, des frais de santé qui revenaient à la charge des patients ou de leur famille. Le paiement à l'acte a constitué une lourde charge pour les citoyens concernés et a fortement contribué à leur appauvrissement. Ce système, malgré son utilité, pour combler le gap de financement du poste de santé, a demeuré particulièrement inéquitable pour les personnes vulnérables. Ainsi, nous avons remarqué que l'absence d'un système assurantiel constituait un des facteurs de basculement des ménages dans la pauvreté. Les ménages, aussi bien en milieu rural qu'urbain, étaient exposés à une variété de chocs qui les empêchaient d'accumuler les biens et le capital humain susceptibles de les aider à sortir de la pauvreté. Dans l'optique de promouvoir le droit à la santé pour tous, sans discrimination et sans iniquité, et aussi dans l'optique de lutter contre la pauvreté, Djibouti s'est doté d'un système d'assurance maladie universel. La particularité de ce système étant la généralisation du tiers payant, ce qui a permis de supprimer toutes les barrières financières à l'accès aux soins de santé. L'objectif de mon pays dans le court terme est d'atteindre la couverture de santé universelle, Universal Health Coverage, afin d'être en phase avec le troisième pilier des objectifs du développement durable. Nombreux sont également les pays du continent qui convergent vers la CSU. Poursuivant, le numéro 1 djiboutien a rappelé que des investissements importants ont été consentis dans le domaine de la santé, et surtout pour rehausser les niveaux des plateaux techniques dans les grands de formation sanitaire nationale, et que malgré cela, l'Afrique n'arrive pas à garantir et à sécuriser les approvisionnements en médicaments et en produits pharmaceutiques de base. Mesdames et messieurs, l'Afrique fait face aujourd'hui à la résurgence de maladies qu'on pensait maîtrisées et d'autres qui étaient en phase d'éradication. Les taux de prévalence de certaines maladies non transmissibles, comme le diabète, atteignent aujourd'hui des niveaux inquiétants. Des investissements importants ont été consentis dans le domaine de la santé et surtout pour rehausser les niveaux des plateaux techniques dans les grandes formations sanitaires nationales. Malgré ces lourds investissements, vous conviendrez avec moi que nous continuons toujours à manquer d'infrastructures de pointe et que nous n'arrivons pas à garantir et à sécuriser nos approvisionnements en médicaments et en produits pharmaceutiques de base. À Djibouti, avec l'avènement de l'assurance maladie universelle et notamment du tiers payant généralisé, nous avons pu garantir au secteur médical public comme privé le paiement des frais de soins prodigués à chaque patient. Les établissements privés dispensent les services nécessaires et arrivent à recouvrer leurs frais. Cette réforme a favorisé le développement des soins du niveau tertiaire, plus coûteux et jugé plus rentable. Il est grand temps maintenant de promouvoir à une échelle plus large les partenariats publics-privés dans le domaine de la santé de manière générale et notamment de l'orienter dans les segments qui ont un puissant effet sur les indicateurs de santé publique, dont les volets les plus importants demeurent les soins de santé primaire, l'hygiène et la nutrition. Ensemble, nous pouvons augmenter l'efficacité et la qualité de nos systèmes de santé si nous orientons les ressources dans ce triptyque, ce à travers l'innovation technologique grâce auquel nous pourrons développer de véritables systèmes d'information sanitaire utiles pour répondre efficacement
aux différentes épidémies qui peuvent frapper une région ou un pays. Développer des plateformes de production et de distribution des médicaments et de production pharmaceutique, car l'accès à des médicaments de qualité et à bas coût est un enjeu majeur. Développer des centres de diagnostic performants, mieux former nos ressources humaines médicales et investir dans les start-up dédiées au e-santé, qui est la santé de demain. Voilà des exemples d'actions que nous devons mener ensemble. Mesdames et messieurs, le partenariat public-privé a démontré son efficacité dans plusieurs pays, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Royaume-Uni, et a été un cercle vertueux. Cela doit être le cas en Afrique. Notre continent a une population jeune, ce qui est une chance. Grâce à un partenaire clairvoyant entre le public et le privé, je demeure convaincu que nous pourrons l'aider à vieillir en bonne santé. Je vous remercie. Et les discussions après les discours officiels ont porté sur des prospectives à court, moyen et long terme des investissements dans les systèmes de santé africains permettraient donc d'accélérer le développement économique et la croissance afin de sauver des millions de vies, de prévenir des handicaps à vie ou de contribuer encore à réaliser les objectifs du développement durable et l'agenda 2063 de l'Afrique. Ce forum avait donc pour finalité à inciter les entreprises à agir afin de renforcer les partenariats et de faciliter les investissements pour transformer les soins de santé en Afrique. Le forum conduira également au lancement de l'Africain Business pour la santé, une structure qui mobilisera des champions du secteur privé au moyen d'une plateforme coordonnée afin de faire progresser les soins de santé et développer les systèmes de santé en Afrique. Et par la suite, donc, dans une interview qu'il nous a accordée, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu sur les grandes questions à l'ordre du jour de ce 32e sommet de l'Union africaine. Ordinaire, au cours duquel les chefs d'État africains se réunissent d'abord pour faire le bilan de l'année passée et toutes les actions qui ont été entreprises dans tous les secteurs. Il ne s'agit pas uniquement de la paix et de la sécurité sur le continent, mais on adopte beaucoup de rapports sectoriels, aussi bien au niveau de la santé, l'agriculture, les infrastructures, etc., etc. Ce sommet avait une particularité, les débats étaient concentrés sur un thème qui est important pour le continent, et il s'agit des réfugiés, des personnes déplacées et du droit humanitaire de manière générale. Je crois que l'Afrique est le continent qui souffre le plus de ce phénomène, et à ce titre, les chefs d'État africains ont décidé, une décision très importante, de mettre en place l'agence africaine pour les actions humanitaires. Ça, c'est très important. Ce sera l'instrument et l'outil principal qui permettent de pouvoir gérer un certain nombre de situations que vit le continent dans certaines régions. Un autre élément important sur cette question, sur ce thème des réfugiés et des personnes déplacées, est celui du Fonds de la paix. Vous savez que les missions de la paix africaines sont généralement financées par d'autres partenaires hors continent. Mais aujourd'hui, les chefs d'État africains ont décidé vraiment de lancer ce Fonds de la paix qui a déjà récolté près de 89 à 90 millions de dollars. Djibouti a également contribué à ce Fonds de la paix. Un élément important que j'aimerais également souligner ici, c'est le nombre de ratifications du traité de la ZLECA, qui est la zone de libre-échange continentale. Notre pays a déjà signé, ratifié et déposé hier l'instrument de ratification de la ZLECA, et nous sommes le 18e pays. Il faut savoir qu'au bout de 22, n'est-ce pas, dépôts des instruments de ratification, la ZLECA va être opérationnelle. Ça, c'est une avancée notable et importante dans ce sens-là. Et également, donc, à l'issue de la réunion et des discussions sur les investissements dans les systèmes de santé africains, le ministre de l'économie et des finances, donc Ilyas Moussa Daoualé, est revenu sur les différents points qui ont été abordés lors de ces discussions. On l'écoute. Et naturellement a été invité par la secrétaire exécutive de la Commission économique africaine pour un forum qui est lancé également lors du sommet, mais qui était en marge pour parler du développement de la santé
et du développement socio-économique des pays et des liens qui existent. Comme vous le savez, Djibouti dépense à peu près 9% de son PIB dans le secteur de la santé. Djibouti fait partie des pays qui accordent beaucoup de soutien financier pour le secteur de la santé à travers des investissements dans des hôpitaux, mais également à permettre l'accès à la santé à la population djiboutienne. Djibouti fait partie également parmi ces rares pays qui ont mis en place une assurance universelle pour sa population et la partie la plus vulnérable. Le président a d'ailleurs, dans son discours lors de ce forum, également évoqué. Également dans l'actualité, dans le cadre des échanges culturels, Djibouti a pris part au premier festival culturel des pays de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui s'est tenu au Caire du 5 au 9 février dernier. La délégation djiboutienne a été conduite donc par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barri. La première édition de ce festival culturel et artistique a été marquée par les prestations de troupes des pays ayant participé à ce grand rendez-vous de la culture folklorique des peuples musulmans. Chaque pays a montré les différentes facettes de sa culture à travers des chants, des danses et des instruments de musique traditionnels. La troupe djiboutienne, donc Djib Folklore, a animé avec brio le spectacle qui s'est déroulé au pied de la muraille du Caire à l'espace Bab el-Nasr. Elle a été bien applaudie lors de la présentation des variétés donc folkloriques reflétant la richesse du patrimoine culturel national. Et la troupe donc Djib Folklore, comprenant 16 artistes, a dignement représenté notre pays dans le concert culturel des États islamiques. Le ministre de la Culture, Moumin Hassan Barri, a été l'invité d'honneur à cette soirée ayant agrémenté ce grand festival. Ainsi, Djib Folklore a exécuté brillamment les multiples danses traditionnelles de notre pays, ponctuées par des chansons d'accueil et des bienvenus à l'endroit de l'Égypte en vue de rapprochement des peuples frères. Toutes ces chorégraphies ont été accomplies de manière donc formidable, agencées par la succession des danses traditionnelles comme le Wilwilé, le Lalé ou le Charah, véhiculant des siècles d'histoire culturelle et témoignant de la diversité de notre patrimoine culturel. Les spectateurs ont chaleureusement ovationné le spectacle offert par Djib Folklore. Il s'agit également donc, il convient de dire que les artistes djiboutiens étaient à la hauteur de l'événement en offrant des moments de détente et de bonheur aux spectateurs et festivaliers. Regardez. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, accompagnée de la délégation présidée donc par Madame Soline, ministre du Genre, de la Promotion de la Famille de Rwanda, ont ouvert donc hier la réunion de travail entre les deux observatoires genre des deux pays en présence de la représentante du FNUAP à Djibouti, Aïcha Ibrahim. L'objectif de cette réunion portait sur des questions d'échange et de partage d'expériences rwandaises dans le domaine du genre. Une cérémonie de remise de grade pour le groupe Haldor de la garde républicaine s'est tenue également hier au sein du camp Omar Aline du quartier général de la garde républicaine. Cérémonie donc qui a été présidée par le colonel Mohamed Jamadou Ali, commandant la garde républicaine, notant aussi la présence sur les lieux des invités de marque comme les compositeurs djiboutiens, à savoir Aden Farah ou encore Hamoud Dabele et l'artiste chanteur Awale Aden. La cérémonie donc a vu la participation de plusieurs de hauts gradés de la garde républicaine. Le groupe Haldor, donc de la garde républicaine, est notamment présent aux différentes cérémonies d'inauguration des projets de notre pays et regorge également de talents débordant d'énergie pour service rendu à la nation. Le colonel Mohamed Jama, commandant la garde républicaine, a promu donc et décoré l'ensemble du groupe Haldor au grade supérieur, et cette promotion donc leur est accordée à titre de récompense pour leur rendement au travail et leur effort accompli. Au cours de cette cérémonie, les éléments du groupe Haldor de la garde républicaine se sont vus donc remettre leur galant et
cette occasion, au cours de son allocution, le colonel Mohamed Jama, commandant la garde républicaine, a adressé un message de félicitations dans lequel il a remercié donc, le groupe Haldour, soit donc une motivation pour consentir davantage d'efforts et ainsi ces galons vous permettront, a-t-il dit, d'aller de l'avant pour l'intérêt de la nation. Ensuite, donc, en poursuivant son discours, le colonel avait également ajouté que c'était le fruit de leur abnégation durant des longs mois de dur labeur. Et enfin, en ce moment donc très intense en émotion, la cérémonie de remise de grade s'est clôturée par des chants et des photos de famille. Et dans la journée d'hier, l'Académie East Africa de Djibouti, première école de football agréée en République de Djibouti, a ouvert donc une antenne à Addis Abeba. Et cette cérémonie donc inaugurale a vu la participation de Mohamed Elmi Di Gabobé, président de l'Académie, le président du conseil régional, donc Omar Ahmed Ouaïs, et des responsables de l'antenne de l'Académie. L'objectif étant de détecter les meilleurs talents, mais aussi de proposer aux moins talentueux des enfants à se âgés entre 5 et 15 ans un programme sportif à vocation socio-éducatif intitulé Éducation via la pratique régulière du football. Enfin, l'école de football va débuter donc ses séances de formation avec 54 jeunes sportifs détectés dans les écoles primaires et collèges. Les entraînements auront lieu donc les vendredis et samedis, matin et après-midi. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris donc le décès de notre collègue Abdelkarim Ousmane Aden, opérateur radio à la RTD hier soir à l'hôpital Pelletier. En ces douloureuses circonstances, la directrice générale par intérim de la radiodiffusion télévision de Djibouti, Madame Souad Farah Addaoui, ainsi que tous les employés de cette noble institution partagent la peine et la douleur de la famille et des proches du regretté Abdelkarim Ousmane Aden et présentent leur sincères condoléances les plus attristées aux proches, aux parents et amis du défunt. Qu'Allah, le tout miséricordieux, ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent, en Inde notamment, 17 morts dans l'incendie d'un hôtel à New Delhi. Au moins 17 personnes sont mortes donc aujourd'hui avant l'aube dans un incendie qui s'est déclaré dans un hôtel du centre de New Delhi. C'est ce qu'ont annoncé les pompiers de la capitale indienne. Le feu s'est déclaré à l'hôtel donc Arpit Palace, situé dans un quartier dense et central de la mégalopole et a ravagé tout le dernier étage. L'incendie a été maîtrisé après plusieurs heures et 35 personnes ont été secourues par les pompiers. Selon la presse locale, une femme et un enfant sont morts lorsqu'ils ont essayé de se sauver en sautant par la fenêtre. Les incendies accidentels sont fréquents en Inde en raison d'une réglementation laxiste et du non-respect fréquent des normes de sécurité. En décembre dernier, 8 personnes avaient péri donc et plus d'une centaine avaient été blessées dans un incendie qui s'était déclaré dans un hôpital public de Bombay. Et aux États-Unis, donc, un accord entre parlementaires a été signé pour éviter un shutdown. Les négociations entre parlementaires républicains et démocrates ont permis d'aboutir hier soir à un accord de principe sur le financement de la sécurité aux frontières et éviter ainsi une nouvelle paralysie de l'administration fédérale moins d'un mois après le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Des désaccords subsistaient durant le week-end sur les mesures de détention des migrants à la frontière avec le Mexique, notamment sur le financement du nombre de lits dans les centres de rétention et sur le type de barrière physique à mettre en place dans la zone frontalière. Après 35 jours de bras de fer avec la majorité démocrate de la Chambre des représentants, Donald Trump a accepté fin janvier de recouvrir jusqu'au 15 février les administrations paralysées en décembre sans obtenir les 5,7 milliards de dollars qu'il réclamait au Congrès pour construire un mur à la frontière mexicaine.
Et enfin, donc, le procès des leaders catalans s'est ouvert à Madrid. C'est un procès donc, qui a été très attendu, qui s'est ouvert donc aujourd'hui à Madrid, en Espagne. Le procès donc, des dirigeants indépendantistes catalans jugés pour leur rôle dans la tentative de succession en octobre 2017. Les forces de sécurité sont largement déployées autour du siège de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. Le procès doit durer 3 mois, le temps pour les juges d'écouter les différentes parties. Au banc des accusés, un absent de marque, l'ex-président catalan Carles Puigdemont, exilé en Belgique, Oriol Junqueras est lui bien présent, et donc tout comme les autres grandes figures du mouvement séparatiste. Et enfin, un sport pour clore cette édition. Ligue des Champions à Manchester, le PSG veut conjurer les mauvais sorts. C'est le grand retour donc de la Ligue des Champions ce soir pour le Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse de Manchester United. Mais les Parisiens se présentent donc à Old Trafford affaiblis et donc sans deux de leurs stars offensives, Neymar et Cavani. Son véritable rival donc en Ligue 1, le PSG version Qatar, n'a jamais encore réussi à dépasser le stade des quarts de finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur allemand Thomas Tuchel espère conjurer le mauvais sort. Manchester United a quant à elle donc remporté la Ligue des Champions à 3 reprises. La dernière fois c'était en 2008. En revanche donc en championnat, Paul Pogba et ses coéquipiers vivent une saison mouvementée après un début catastrophique qui a entraîné donc le départ de José donc Mourinho. Les Red Devils, désormais coachés par Ole Gunnar, ont signé 10 victoires en 11 matchs. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.